Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité, dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roch et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Maritima au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celle des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils appareillent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 €. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans C'est Bleu, nous continuons à découvrir ces métiers hyper dangereux liés à la mer, pratiqués par une poignée de passionnés. Avec le murex et sa couleur pourpre, c'est sûrement le plus beau symbole de la Méditerranée. Il orne depuis des siècles le cou des plus belles femmes, fait tourner les têtes des plus grands orfèvres et paraît-il son pouvoir magique protège contre le mauvais sort. La légende veut que la tête de Méduse, fraîchement coupée et de fines gouttes de sang, tombèrent dans la mer et paraît-il de ce sang de Méduse naquirent des pierres rouges que l'on nomme aujourd'hui corail. Aujourd'hui, dans C'est Bleu, nous parlons du fameux corail rouge de Méditerranée et de ces plongeurs prêts à tout, à tutoyer la mer, à moins 120-150 mètres de profondeur pour aller le voir, vivant dans le noir des grands fonds. Et pour parler de ce métier passion, je suis en compagnie de... Bonjour, je m'appelle Jonas Bizor, je suis corailleur marseillais. Jonas Bizor, bonjour, merci de nous accueillir ici dans votre boutique, l'atelier du corail au Panier, à Marseille. On va parler de ce métier de plongeur corailleur, hein, c'est fait de plongées profondes et de temps de décompression interminables. Mais avant de nous parler d'aventure au fond de la Grande Bleue, je vous laisse le soin de vous présenter. Donc je m'appelle Jonas Bizor, j'ai 33 ans, je suis plongeur professionnel depuis mes 18 ans et ça fait 8 ans que je suis plongeur corailleur. Auparavant j'étais scaphandrier. Alors je le suis toujours, mais c'est vrai que je concentre mes plongées sur le corail rouge depuis maintenant 8 ans. Ouais. Et on est ici au Panier, cœur historique de Marseille, dans votre boutique. Vous avez ouvert une très très jolie petite boutique avec du corail, c'est rouge de partout, magnifique perle de corail rouge mais aussi blanche, on va en parler un peu plus tard sur la particularité. Et puis donc vous êtes vous le plongeur, mais madame est derrière pour enfiler des perles, on va dire. Ne croyez pas, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît d'enfiler des perles. Donc voilà, je partage cette boutique avec mon épouse qui s'appelle Gaëlle Manca. Donc le but était à la base de moderniser un petit peu les bijoux qui se faisaient en corail. C'est-à-dire que, sans jugement de valeur, mais c'est une question de goût, lorsque je suis devenu corailleur, forcément la question des cadeaux à Noël entre ma femme, ma mère, ma sœur, c'est bien beau de risquer sa vie pour aller pêcher une ressource, sans parler de la passion, du plaisir. Là je parle vraiment juste de qu'est-ce qu'on met sous le sapin ou qu'est-ce qu'on offre à un anniversaire. Donc j'avais des clients qui m'achetaient le corail et un jour j'ai dit écoute, ramène-moi des bijoux, je vais en offrir on va dire aux femmes de ma famille. Et puis quand il a ouvert la manège, j'ai dit ah ouais, ok, bon. Vous avez dépoussiéré un peu. C'était le but. Voilà. C'était le but. Donc du coup, avec ma femme, il a souvent au restaurant. Puis, au début, c'était festif. Puis même, c'était une discussion de loisirs. Il n'était absolument pas question d'ouvrir une boutique. Moi, je suis pas commerçant. Ma femme est née dans une pâtisserie, c'est-à-dire que son papa était pâtissier et ils avaient une boulangerie. Elle jouait à la vendeuse. Elle fait ça depuis qu'elle est petite. Elle est d'ailleurs très très douée à ce jeu-là. En revanche, elle était absolument pas créatrice de bijoux. Donc c'est quelque chose qui est venu de manière assez diffuse. Les bijoux nous plaisaient pas, ce qui se faisait avec mon corail nous plaisait pas. Puis elle avait son travail à elle était community manager, donc s'occupait de on va dire la communication digitale d'une entreprise, plutôt basée d'ailleurs dans l'alimentaire. Maintenant on peut communiquer sur n'importe quoi.
Et on a eu on va dire l'idée, la proposition de récupérer ici. Ici, en fait, ça a été créé par un Corse qui s'appelle Eric Denisard, qui était un de mes anciens clients. Il m'a acheté un petit peu de corail et un jour, on a eu l'opportunité. Il nous a proposé, il dit, écoute, moi j'ai envie de rentrer chez moi. Est-ce que ça vous intéresse? Alors à la base, moi, dès le premier jour, je dis, écoute, à ma femme, c'est un peu toi qui décides. Il y a l'aspect administratif, tout ça, mais peu importe là-dessus, c'est toi qui décides. Est-ce que tu te sens, parce que moi, mon vrai métier, c'est plongeur-pêcheur. Être devant des gens, déjà, c'est bizarre à dire, ça fait un peu pas autiste, mais dire bonjour à des gens que je connais pas et leur expliquer comment et pourquoi il faut qu'ils portent tel ou tel bijou, je sais pas mon métier, c'est pas mon truc, je sais pas faire ça et j'en ai pas envie. Donc c'est toi qui décides. Elle me dit, bah non, je suis très heureuse dans mon boulot. Ah. Et puis se passe un peu de temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis dit, tu sais, finalement, ça pourrait être une très très belle aventure. Je dis, bah, je suis assez d'accord avec toi, on pourrait passer même plus de temps ensemble, tout ça. Allez, banco, on y va. Et donc vous avez créé ce magnifique boutique avec vos propres créations. Puis il y a une équipe aussi qui vous accompagne sur l'eau et dans la boutique, c'est ça? Ouais, bien sûr. Donc ma femme fait tous les bijoux. On a embauché une vendeuse dès la première année, donc pour nous aider, parce que pour la petite histoire, on a eu les clés. Notre premier petit garçon avait 3 mois. C'était. Il faut tout faire en même temps. Voilà. Ça a été très sport. Ça l'est toujours, puisque maintenant, ce premier petit garçon qui a 5 ans a un petit frère. Oula. Donc c'est toujours sport. Et donc on a rencontré notre vendeuse salariée, mais bon, ça c'est son statut, on va dire, juridique, mais elle fait quasiment partie de la famille. Donc, comme vous vous en doutez, c'est un très mauvais élément. Elle nous écoute d'ailleurs à l'heure actuelle. Là, elle est dans la boutique. Là. Et oui, puisqu'on est dans la boutique, c'est ça qui est super, c'est qu'on a les clients qui rentrent et qui observent toutes ces magnifiques créations de corail. Mais alors, le corail, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une pierre, c'est un être vivant, c'est quoi? C'est un peu des deux. C'est mystérieux. Vivant. Oui, bien sûr, c'est mystérieux. Pendant longtemps, on a cru que c'était un végétal qui se pétrifié. Du coup, on reviendra sur le terme par rapport à l'histoire du corail, l'histoire dans la mythologie du corail rouge, mais même les scientifiques jusqu'au XVIIIe siècle ont pensé que le corail se pétrifiait au contact de l'air, ce qui est totalement faux puisqu'il est déjà rigide sous l'eau. En revanche, c'est un animal, donc le corail rouge, mais d'autres coraux, mais bon, là on parle du corail rouge, est un animal. Donc l'animal, c'est pas la branche c'est son support, c'est son ossature, sa cage thoracique, sa colonne vertébrale. L'animal en lui-même, on appelle ça un polype. Donc pour vulgariser, c'est comme une toute petite, mais alors vraiment toute petite méduse avec des tentacules qui est la taille d'une tête d'épingle par exemple, plus gros, non? Un peu plus gros. Pour donner un ordre d'idée, c'est difficile dans des objets de la vie de tous les jours. J'essaie de chercher quelque chose. Une taille d'une allumette, par exemple, le bout d'une allumette à peu près cette taille-là. Voilà, sans les tentacules, ça fait à peu près le bout d'une allumette. Petit, et les tentacules font, grosso modo, 5 mm pour faire simple, mais peut-être un peu plus, un peu moins. Probablement un peu moins, mais bon, voilà. Donc c'est un animal quand même microscopique, mais qui se développe d'une façon majestueuse. Ouais, c'est très joli. D'ailleurs, les architectes font pas mal d'études sur le corail et le corail rouge parce que sa morphologie n'est pas quantifiable, ne répond pas à une loi mathématique. Alors là, c'est... si on peut comparer ça à des abeilles qui font des alvéoles parfaites... Voilà. Non, le corail, pas du tout. Il en fait qu'à sa tête. Complètement. Après, il a une contrainte, c'est la courantologie, c'est-à-dire que sa morphologie suit le courant. Il n'est pas rare de trouver une branche quand le courant est diffus, qui est assez arborescente, c'est-à-dire on peut ouvrir les doigts de la main et imaginer une branche qui est florale, voilà, qui est grande et lancée. Et à contrario, il y a des endroits où il y a beaucoup de courant, où le courant est turbulent, donc on imagine un petit peu des tourbillons. Pareil, pour vulgariser, il n'y a pas de tourbillon sous l'eau, encore que, mais bon, voilà. Et là, le corail est beaucoup plus petit, trapu. Alors, par contre, il est beaucoup plus dense. Déjà, il est beaucoup plus difficile à prélever, mais il est beaucoup plus dense. Pour la bijouterie, par exemple, ce corail-là est toujours prisé parce qu'il est sain. Alors, le corail long et diffus, c'est pas qu'il est pas sain, il est facile à travailler en bijouterie parce qu'on peut en faire des tronçons et lui définir une forme de manière plus facile. Mais on peut avoir une demi-teinte à l'intérieur. Voilà. Alors, le corail, on le voit, c'est un animal mystérieux sur un squelette.
Et on a toujours entendu parler de la taille de ce corail. Quelle taille ça peut faire une branche de corail? Parce que c'est une famille finalement, ce sont des milliers on appelle ça une colonie. Voilà, une colonie. Chaque branche est une colonie. Un HLM. À pas confondre. Non, on n'espère pas trop justement. Mais... Ils s'entendent tous bien. mais oui, il y a même des canaux de communication parce que lorsqu'on retire la première étape, lorsqu'on sort une branche de corail, c'est de la faire sécher. Mais une fois que le corail est sec, on enlève la peau. Et lorsqu'on enlève la peau, on se rend compte que sur le squelette est strié. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il communique. Parce que quand vous voyez une branche, on appelle ça en fleur, mais quand les polypes sont en train de se nourrir, c'est-à-dire sous l'eau, les petits tentacules dont je parlais tout à l'heure sont dehors. Si on frotte délicatement la base de la branche ou, à contrario, le dessus, top, les branches sauminales, tous les polypes quasiment donc il y a une communication. Oui, c'est assez magique. Il n'y a même pas besoin de la toucher d'ailleurs, juste en remuant la main devant et créant un flux un peu particulier d'eau, ils rendent comme une espèce de fleur qui se protégerait d'un soleil trop agressif par exemple. Alors, ça fait quelle taille Alors, c'est très variable. Ça peut aller... On le dit en fonction du courant, c'est ça Alors, les plus grandes branches. La plus grande branche, la plus grosse branche a été trouvée il y a 60 ans. Elle dépasse les 3 kilos. Mais je vous parle d'un poids, pas d'une taille. Parce que on va revenir sur cet aspect morphologique. Le corail trapu dont je parlais tout à l'heure est beaucoup plus lourd, mais beaucoup moins haut. Donc, une branche qui fait 25 cm de hauteur peut faire, 250 grammes, et à contrario, une branche qui fait 15 cm de hauteur, mais trapue et très épaisse, peut faire 400 grammes. De manière générale, même dans l'ancienne génération de plongeurs, je parle des pionniers, ceux qui ont pris tous les risques, et qui ont trouvé du corail magnifique, la branche d'1 kilo était déjà du corail fantasmagorique. Voilà. On en a, je pense, tout plongeur en a trouvé une dans sa carrière. Mais c'est quelque chose de très très rare. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne vend pas. La branche d'1 kilo, elle n'est pas à vendre. C'est pas une espèce. C'est comme, je prends souvent ce parallèle parce qu'on me dit un endroit qui a jamais été touché par l'homme, les branches elles font 2,50 m. Non, il y a une mort sur tout être vivant et le corail en fait partie. J'ai trouvé un endroit vierge dans ma carrière et tout le corail était mort. Il n'était pas mort par prélèvement, par surpêche, par pollution, il était juste mort, je pense, de manière naturelle. De vieillesse, tout simplement. Oui, de vieillesse. Et les branches faisaient pas 2 mètres. La plus grande faisait, je vais dire 30, mais peut-être même pas 30 cm de haut. Donc le support, substrat. Le substrat, ça grandit de combien de millimètres ou de centimètres par an, toujours en fonction des courants, du lieu où on le trouve. Oui, tout à fait. Alors, où est-ce qu'on trouve ce fameux corail? Parce que c'est quand même... Alors, c'est une ressource qui est très éparse. Bon, on en trouve globalement dans toute la Méditerranée, bien que il en a été trouvé sur la façade atlantique marocaine et que les scientifiques soupçonnent qu'il y en ait dépassant Gibraltar, on monte en haut à droite, donc la façade maritime portugaise. Là, je peux pas vraiment vous en parler parce que déjà, primo, j'y ai jamais mis les palmes. Et ensuite, j'ai pas de retour, on va dire, déterminant là-dessus. Bon, voilà, ils ont des soupçons. Effectivement, je suis d'un avis extérieur, je serais plutôt d'accord avec eux. Je vois pas pourquoi il y en aurait en Atlantique marocain et pas Atlantique portugais. Maintenant, Gibraltar, c'est un endroit très, très, très spécial où il y a beaucoup de courant. Et oui, ça a besoin de... Alors c'est une espèce très spéciale au niveau du courant. Ça a besoin de courant parce que vu que c'est une espèce enracinée, il y a besoin d'un apport de nutriments, de nourriture, tout simplement. Du jour au lendemain, il ne décide pas de quitter son bout de rocher pour aller trouver... Pas du tout. Mais donc du coup, il a besoin de courant, mais pas trop. Parce que sur on appelle ça un rocher sous l'eau, s'il n'y a pas de corail, on va dire face première au courant, il est toujours derrière. Voilà, il y a un rocher qui est exposé au courant, il n'est pas devant, il est derrière parce que le courant va faire le tour du rocher, amener gentiment des nutriments où les polypes ont le temps de le fixer et repartir par la suite. Il est comme un touriste qui se pose l'été, il va pas se mettre en plein cagnard, il va plutôt chercher un petit coin peinard. Mi-ombre, mi-soleil, voilà. Ouais. Et pareil pour la lumière, on dit souvent c'est une espèce qui aime l'obscurité. Alors c'est en partie vrai parce qu'il en a été trouvé à plus de 1000 mètres, mais c'est pas peut-être la même variété. Si, c'est la même espèce. Corallium rubrum, c'est la même espèce qui pousse à Marseille. Moi, j'en ai trouvé des 2,30 m en apnée. D'accord. Et il en a été trouvé à plus de 1000 mètres. Et c'est la même espèce.
Du coup, ça veut dire qu'il y a une part de l'espèce qui a envie de lumière et une part de l'espèce qui n'en a pas du tout besoin. Ensuite, là où je plonge, c'est une espèce qui aime bien la pénombre. C'est-à-dire, elle évite un petit peu la lumière, mais en même temps, elle en a besoin. En fond de grotte, il n'y a pas de corail. Et il est toujours en surplomb et sur le devant, quoi. On n'en trouve pas au fond de la grotte Cosquer, par exemple. Au fond de la grotte Cosquer, non. Alors, on trouve autre chose, mais ça va faire partie d'un autre podcast. Donc on le voit, le corail, monsieur et madame corail, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Et il aime bien être profond, mais pas trop. Il aime bien avoir un peu de température, mais pas trop froide ni trop chaude. C'est ça, 15 degrés, 15-20 degrés dépasser 50 mètres, en général, la Méditerranée a une température assez constante. On est aux alentours des 11-12. Après, de manière locale, il peut y avoir une source d'eau douce où c'est un peu plus froid, notamment pas loin de Cassis. L'eau fait moins 1000 à Cassis, on le sait. Même quand on se baigne l'été, c'est toujours beaucoup plus froid. Donc le corail, il aime bien un milieu, on va dire, tempéré, quoi. C'est ça. Et un endroit où il y a un peu de courant, mais pas trop, pour lui apporter de la nourriture. Et au fait, que mange le corail, quoi. Qu'est-ce qui... C'est une belle question aussi. C'est aussi les scientifiques qui travaillent depuis des années pour parce que c'est pas facile à étudier. Il faut reproduire le milieu. Bien sûr. Alors il y a une prédation. Comme je dis, le polype est un animal, donc il y a une prédation. Carnivore, bien sûr. Il y a d'autres petits animaux. Alors là, pour le coup, vraiment microscopiques, qui se font attraper dans ces petits tentacules. C'est du plancton, il mange du plancton. Ah ouais, donc c'est un animal assez particulier. Et la reproduction, je disais, monsieur et madame corail, alors monsieur et madame polype, comment ils font pour grandir et être tous ensemble sur ce magnifique bout de rocher là, il faut qu'ils s'entendent bien. C'est plutôt très joli parce que du coup il y a un plus à moins ou un mâle à une femelle ou dans l'autre sens, peu importe. Mais c'est des colonies hermaphrodites, c'est ça. Donc ça veut dire colonie, c'est la branche. Donc la branche n'est pas sexuée. En revanche, le polype l'est. D'accord. Mais donc on va dire, je sais pas, une branche de la taille d'un crayon. Le polype de gauche peut être maman et le polype de droite papa et inversement et tout ça. Et donc ce gentil petit monde sécrète quelque chose qui se rencontre, et lorsqu'il y a rencontre, il y a une espèce de bulle d'huile qui se crée, et cette bulle va avoir tendance à monter. C'est pour ça que si on trouve du corail profondément, on va toujours voir un peu plus haut, parce que le corail cette petite bulle d'huile protectrice va avoir tendance à monter. Et du coup, dès que cette bulle va toucher un rocher, se fixer. Voilà. S'il y a la place, parce que il y a quand même une lutte d'espace sous l'eau qui est très très importante. S'il y a la place pour s'enraciner, là, il va y avoir une nouvelle colonie. Et ce qui est très important, une nouvelle colonie avec un nouvel ADN. D'accord. C'est très très important. Et vous avez déjà vu cette période de... Pas du tout. Je sais, pour vous dire, je sais même pas si c'est visible. D'accord. Alors on voit dans les zones tropicales la fameuse nuit de reproduction des coraux, donc où tout le monde lâche ses œufs en même temps. Ses spermatozoïdes et ses ovules en même temps. Ça a l'air d'être un spectacle absolument magnifique. Laurent Balesta avait fait un magnifique, bien sûr. avec des requins évidemment, parce que à ce moment-là, c'est le banquet qui est ouvert pour tout le monde. Donc les requins mangent les mérous, et les mérous mangent les autres poissons, et les autres poissons mangent le corail qui est en train d'éclore. Donc c'est toute la chaîne alimentaire, mais ça c'est dans les eaux tropicales. Donc je pense qu'ici ça doit être un peu plus mystérieux, encore une fois, à observer. Je vous dis, je peux pas vraiment m'étendre sur la question. Il faut plus d'une vie pour apprendre à connaître le corail. Ouais. Alors on parlait d'eau tropicale et donc de coraux tropicaux, mais les autres espèces, c'est quoi? Corail noir, corail blanc, il y a des espèces qui sont aussi qu'on n'utilise pas en bijouterie, mais qu'on expose. Alors les trois seules espèces de coraux qu'on utilise en bijouterie sont le corail rouge, donc celui que j'ai le droit de pêcher, le corail noir, qui lui est beaucoup plus sensible à un problème de stock, et je pense de tout temps, c'est pas une espèce qui est présente en abondance, et ça se trouve, alors on en a un petit peu en Méditerranée, mais ça se trouve beaucoup dans la zone de Cuba. D'accord. Pareil, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'en ai tenu une fois dans la main. On m'a offert une espèce de petit totem en corail noir.
Je peux pas vraiment vous dire beaucoup plus de choses là-dessus parce que j'en ai jamais vu sous l'eau. C'est vraiment une espèce très mystérieuse, cet animal. Mais oui, parce que c'est sous l'eau, parce que c'est soumis aussi à interprétation. Il y a aussi dans le langage des pêcheurs à Marseille, on va appeler quelque chose qui est corail noir, ce qu'un scientifique va appeler, oui c'est une gorgone, mais c'est pas du corail, mais on l'appelle quand même corail noir, donc il y a le nom scientifique, le nom commun, c'est assez spécial. Je peux aussi vous dire qu'il y a du corail bleu qui est présent dans le Pacifique, qui lui aussi a un problème de stock, qui est complètement interdit à la pêche, comme le corail noir à Cuba d'ailleurs. Pour les autres coraux, c'est du corail qui est dont le substrat est poreux. Donc on pense notamment, pensez à n'importe quelle barrière de corail, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, ailleurs, le Mexique, tout ça. Ce corail-là n'est pas utilisé, pas utilisable en bijouterie parce que c'est poreux. Donc vous pouvez, pour les gens qui ont voyagé, on peut trouver des morceaux sur la plage après des tempêtes et tout ça, c'est pas rare, mais bon, à part percer un petit trou et ça va être trop poreux, on peut pas en faire de perles, tout ça, c'est pas joli. Bon. Alors on le voit. Ce qui n'enlève rien à sa valeur naturelle, bien sûr, mais pas exploitable en bijouterie. Alors on le voit, le corail quand même est présent depuis des siècles et des siècles. Hein. On l'a retrouvé dans des tombes de l'âge du bronze, sur des parures d'ornements. La plongée à l'époque se faisait en apnée avec des outres en cuir qui servaient de bouteilles de plongée. Ensuite, ce sont les pêcheurs génois, siciliens et corses qui ont développé toute cette plongée avec un matériel qui était très très spécifique. Au siècle dernier, c'était la fameuse croix de Saint-André. C'était quoi ce système difficile à expliquer quand on est à la radio. C'est très facile à expliquer. C'est 2 IPN, donc 2 barres en fer, en croix, donc vraiment à 90 degrés, avec ce qu'en termes de pêcheur on appelle des estraces. C'est des morceaux de filet martyrs, en fait, des morceaux de filet, pardon du terme, mais pourris qu'on met aux extrémités. Et cette croix était balancée au fond et était raclée. Et le corail se prenait dedans. C'est à peine plus intelligent que la pêche à la dynamite, voilà. Parce que pour 1 kilo sorti, ils estiment qu'il y a entre 15 et 20 au fond. Parce qu'il n'y a aucune sélection, il n'y a aucun choix, il n'y a rien. Mais bon, c'est il y a 100 ans. C'était une autre époque. Sauf que, faut quand même le préciser, c'est un moyen de pêche qui a été utilisé jusque dans les années 70 quand même. Voilà, c'est une aberration. Maintenant, c'est une aberration qui a été rapidement comprise par les anciens pêcheurs, les anciens corailleurs. Ils ont dit halte là, il y a une partie des gens qui pêchent comme ça, et puis nous on plonge. Et donc ils ont lutté pour que le seul moyen de prélèvement autorisé du corail, ce soit la plongée. La plongée bouteille maintenant. Bouteille, c'est bien ça sûr. Que vous allez nous expliquer. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il en reste aujourd'hui en abondance. C'est la raison pour laquelle j'ai un travail. C'est la raison pour laquelle on a une boutique. Parce que cette pêche était déjà extrêmement contre-productive, extrêmement meurtrière, et puis c'était pas durable. Ouais. Alors que maintenant... Mais je mets encore des guillemets parce qu'il y a quand même 2-3 théories où il y a des endroits qui ont été pas surpêchés, mais vraiment exploités avec la croix de Saint-André, et il y a beaucoup de repousses. Beaucoup de bébés, de juvéniles. Alors... Chacun a son interprétation, je vais faire part de la mienne, elle n'est pas globale, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une lutte pour l'espace sous l'eau. Un espace vierge de vie sous l'eau n'existe pas. D'accord. Dès qu'on enlève quelque chose, il y a quelque chose d'autre, ou de la même espèce avec un autre code génétique, ou alors une autre espèce qui va venir coloniser cet espace. Donc la croix de Saint-André, je pense que c'est quelque chose qui faisait beaucoup de place. Ça supprimait des algues, des gorgones, du corail et beaucoup de choses. Et donc un caillou tout blanc sous l'eau, il est très très vite colonisé. Donc voilà, c'est mon explication pourquoi effectivement de temps en temps parce qu'on en voit des fois des croix de Saint-André sous l'eau, et on voit effectivement des bébés sous l'eau. Il y a du juvénile. Bon, voilà. Donc maintenant, la plongée, le plongeur corailleur moderne, il utilise, comme tout le monde, une bouteille de plongée avec
un mélange gazeux, c'est ça? Plus qu'une bouteille. Voilà, alors, comment ça se passe une plongée? Quel est le matériel que vous utilisez? Vous êtes tout seul à plonger ou en équipe? Alors, on est seul à plonger. On a un matelot veilleur qui a un poste très important sur le bateau. Bon, comment une journée type, hein, donc on monte sur le bateau, on va sur notre zone de pêche qu'on a prédéfinie ou l'inspiration du jour, ça arrive aussi. Hein. Mais vous avez étudié les cartes, les courants? Oui, alors les courants non, parce que c'est très difficile de manière. De toute façon, pour la zone de Marseille, le courant dominant c'est un courant de Levant. Pour faire très simple, c'est un courant qui vient d'Italie. Donc on privilégie effectivement l'exposition vers là-bas. Mais c'est pas une vérité totale et absolue, on peut avoir de belles surprises et de belles déceptions aussi. Hein. Non mais c'est la joie de la pêche, je veux dire. Si on savait au gramme près ce qu'on allait trouver, ce serait quand même beaucoup moins sympa. Et donc vous équipez avec quel... Alors à l'époque, quand je dis à l'époque, à mes débuts, j'avais 4, 5 bouteilles, mais très très lourdes en acier. Et là je faisais une plongée en bouteille classique, c'est-à-dire une inspiration, une expiration, le gaz fait des bulles avec un détendeur normal, ce qu'on peut voir à la télé pour le plongeur loisir. Voilà. C'est une plongée qui avait de bons côtés et de mauvais côtés. Le bon côté, c'est ce qu'on sait, ce qu'on respire du début jusqu'à la fin de la plongée, puisque c'est nous qui faisons nos mélanges dans les bouteilles. Donc au plus on descend profond, on cherche à réduire le pourcentage d'oxygène qui devient une neurotoxine et également le pourcentage d'azote qui fait le phénomène d'ivresse des profondeurs, donc ça s'appelle une narcose, mais voilà, qui peut avoir dans les moments de manière simple une euphorie, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Je veux dire, voilà, il y a l'euphorie, ça c'est ce qu'on vend. Mais après, il y a la descente qui est encore plus dangereuse. Il y a bien plus que ça. J'ai eu une piqûre de rappel et puis j'ai, je sais pas, une dizaine d'histoires de grands plongeurs où, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Notamment une perte de connaissance à plus de 100 mètres. Donc pour le monsieur qui m'a formé, ce mec est un miraculé. Après, c'est une force de la nature, mais ça reste quand même un miraculé, quoi. Et du coup, on plonge sur un lieu prédéfini. On trouve ou on trouve pas. Si on trouve. Alors avant ça, voilà, je vous dis, on est sur le bateau, on va sur la zone de pêche, pas sur le lieu précis, sur la zone de pêche, la zone qu'on estime qui est porteuse. Donc là, on allume un appareil qui s'appelle le sondeur. D'accord. Le sondeur va nous prendre une espèce de photo, une coupe du fond. C'est-à-dire, imaginez un électrocardiogramme à l'hôpital. Donc le bip, 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 voilà. Donc quand c'est tout plat, c'est du sable, c'est absolument pas intéressant parce que le corail, ce qu'on disait tout à l'heure, il a besoin de s'enraciner sur un rocher. Sur un rocher. Donc c'est tout plat, c'est tout plat, c'est tout plat. Hop, il y a un relief. Donc peut-être qu'il y a du corail à cet endroit. Donc on fait 10 passages pour voir si ce fameux relief nous plaît. Et s'il nous plaît, on le balise et on commence à s'équiper. Donc pour s'équiper, le plongeur met sa combinaison, ça c'est personnel. Ensuite on s'assoit et là vient le premier rôle du matelot veilleur. C'est-à-dire qu'il va nous mettre le pack bouteille. Jusque là ça va, il peut pas se tromper puisque tout est boulonné. Et c'est là que ça devient plus complexe, c'est-à-dire qu'il va nous clamper, c'est lui qui nous clampe avec la main du plongeur par-dessus, mais c'est quand même lui qui clampe des parachutes. Les parachutes, c'est lorsque le plongeur va descendre, il va faire son travail, et puis au moment de la remontée, on remonte pas dans le bleu comme ça, on remonte tranquillement les 20-30 premiers mètres, et puis ensuite on a un gros moulinet avec un parachute qu'on gonfle, puisque le seul moyen qu'il aille à la surface, c'est qu'il y ait du gaz dedans, donc on gonfle, et avec le moulinet se déroule, et comme ça, le parachute arrive en surface, et le bateau, donc le veilleur, sait où on est et vient nous chercher. Ça paraît rien comme ça, mais on est quand même en mer, il y a des éléments extérieurs de partout, d'autres bateaux, le mauvais temps qui peut se lever. Si le veilleur oublie les parachutes, parce qu'il y en a 2, et il y en a un 3e d'extrême urgence sous les fesses, mais pour lui, c'est que 2 mousquetons à oublier, ça peut arriver. Mais pour le plongeur, c'est la vie, tout simplement. Ouais, complètement. Donc première chose, il clampe les parachutes. Ensuite, il vérifie aussi que tout est clampé au niveau des fermetures pectorales et tout ça, et la sous-cutale. Il nous amène sur le balisage, on plonge. Là, le veilleur, il va se reculer un petit peu, mais pas loin. Il faut qu'il soit près du balisage sans
êtes dessus parce que s'il y a une remontée d'urgence, il faut pas que le parachute se prenne dans l'hélice ou quoi. Tape dans le bateau. Et en même temps, il faut pas qu'il y ait un bateau environnement. Donc il a une position très spéciale, il fait en même temps chien de garde, sans, je veux dire, c'est très important de protéger son périmètre. En même temps, il faut qu'il soit dedans, mais pas trop près. Donc il a une position particulière. Honnêtement, une plongée, ça dure, la récolte dure entre 30 et 45 minutes. J'ai commencé veilleur. C'est les 45 minutes les plus longues de votre vie. Et alors, quand le plongeur il est en retard, il vous dit ouais, je sors à 45 et 46, 47, 48. Ouais, parce que les minutes, c'est des siècles. Ouais, c'est là. On se voit déjà prendre le téléphone et appeler la dame et dire bon, voilà. Ou appeler la SNSM, malheureusement. Ouais, enfin bon, la SNSM, pareil, on en parlera là, 100 mètres. On peut plus rien faire, malheureusement. Donc, vous récoltez votre corail avec. Et attendez, je reviens sur le job du matelot parce que là, c'est que de la mise en place d'équipement, mais là, il y a la vraie partie importante de son travail. Une fois que le plongeur a fini sa récolte, il range la martelette dans le panier, il commence à remonter délicatement et il envoie ce fameux parachute. Tout va bien, le parachute est en surface. Là, le matelot veilleur va foncer sur le parachute. Déjà parce que ça fait du bruit. Au moins, le plongeur est rassuré. Il dit ok, il m'a vu, tout va bien. Le bateau nickel, lui nickel. Pour l'instant, 100% de confiance. Et là, le veilleur, il a une manœuvre à faire. Pareil, ça paraît simple. Hein, on est assis tranquillement, il fait beau, dans une boutique et tout. Sauf que quand on est seul en mer, parce que le veilleur, il est seul avec les commandes et il a qu'un repère visuel, c'est un petit parachute rouge. Et un fil. Ce fil, c'est ce qui relie le plongeur à la vie. S'il coupe parce qu'il a raté sa manœuvre, ça met le plongeur dans une situation très très délicate. Déjà parce que le fil va lui tomber sur la gueule. Et ça m'est déjà arrivé de me se retrouver saucissonné comme un rôti de bœuf, parce qu'on est comme ça, hein, quand on a 80 mètres de fil sur soi. Et donc il fait la manœuvre. Quand tout va bien, il réceptionne le parachute. Il clampe dessus, on appelle ça un plomb, mais voilà, c'est quelque chose pour faire les paliers en sécurité, avec un gros boot. Et à ce moment-là, si vous voulez, le plongeur va remonter tranquillement sur ce gros boot et le veilleur va envoyer un narguilé avec plusieurs gaz en cas de pépin, des gaz de décompression en cas de pépin. Ça, c'est pour le plongeur recycleur, pardon, j'ai squeezé une étape. Maintenant, je suis recycleur, donc je fais plus de bulles. Donc, normalement, j'ai plus besoin du bateau. À l'époque, j'avais besoin du bateau pour faire mes paliers. Et oui, parce que les paliers, c'est comme 3 heures, ouais. Voilà, c'est ça. Quand on fait une plongée profonde, au plus on descend avec un système de plongée classique, hein, pas les gaz modernes, mais au plus on descend, même si on reste très peu de temps au fond, c'est la remontée qui va être la plus longue avec ces fameux paliers de décompression qui sont des étapes très importantes, donc permettre au gaz de s'évacuer tout doucement du corps qui a été sous effet de la pression. Donc le gaz, c'est lui qui peut se loger dans des organes vitaux et malheureusement entraîner des séquelles lourdes ou malheureusement la mort pour le plongeur sous-marin. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, on a des gaz, c'est ça, vous plongez maintenant avec des gaz. Alors les gaz n'enlèvent rien. Plongeur, recycleur. Ouais, les gaz n'enlèvent rien à la décompression. Dangerosité, ouais. Au contraire. Les gaz modernes, comme vous dites, en fait, c'est une adjonction d'hélium. Donc pour descendre, au plus on descend, on cherche à descendre le pourcentage d'oxygène et d'azote. Donc pour ça, on vient ajouter un gaz neutre, qui est l'hélium. C'est le fameux gaz qui fait parler en mode canard. Voilà. Mode canard. Exactement. Et du coup, ce gaz-là ne va pas nous permettre de faire moins de paliers. En contraire, on va en faire un peu plus d'ailleurs. Par contre, il va nous permettre, on appelle d'être clair sous l'eau, c'est-à-dire à 120 mètres, de pouvoir être capable de faire une interview comme celle-là. Parce que si on plongeait à l'air, c'est pas du tout le cas, c'est ce phénomène d'ivresse des profondeurs, de narcose. Et donc l'hélium vient empêcher ça. Par contre, ça nous rajoute des paliers. Les paliers, pourquoi est-ce qu'on a des paliers ? Pour faire très simple, hein, un plongeur, c'est une bouteille de soda qu'on a secouée très 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 longtemps au fond. Et les paliers, c'est le fait d'ouvrir le bouchon tout doucement. Exactement. Et si on fait pas les paliers, c'est quand on ouvre le bouchon trop vite et c'est ce qu'on cherche tous à éviter. Donc on voit que c'est un métier très dangereux. Vous parliez au début de l'interview que c'était un métier très réglementé. Vous êtes combien en France à être plongeur ? Cette année, on est 10. Voilà, 10 autorisés. Pour toute la France. Toute la France. Donc la Corse et la France continentale. C'est un métier passion, un métier qui apporte certaines satisfactions, mais vraiment ça peut être cher payé.
Est-ce qu'il y a une philosophie ? Parce que derrière tout plongeur, il y a quelqu'un qui respecte la mer, mais qui a surtout une relation très particulière avec la mer. Et là, encore plus avec cet animal qui est le corail. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs philosophie, là, voilà, il y a vraiment plusieurs choses. C'est une question très intéressante parce que ça résume bien ce métier-là. Déjà, il y a l'amour de la mer, le choix de vivre de la mer, d'exploiter la mer. Il faut en parler. On est pêcheur, on prélève. Mais avec le corail, notre unité commerciale, c'est le kilo. Pas la tonne, pas le supermarché. Non. On parle de kilos. Ça fait 1 kilo, grosso modo, pour faire très simple. Hein, c'est 20 ou 25 branches. La nature l'absorbe largement. Donc, on est plongeur. Ensuite, on est pêcheur. Et ensuite, on est corailleur. Ce qui veut dire que j'ai absolument pas de mal de parler de ça quand j'entends des fois des jeunes personnes, même de 9, 10, 11, 12 ans. Monsieur, c'est pas bien de pêcher le corail. Il y a un problème, tout ça. Non, il n'y a pas de problème sur le corail rouge. Et surtout, il n'y a pas de problème sur cette pêcherie. J'insiste là-dessus parce que c'est important pour moi. Sinon, j'aurais pas fait le choix de ce métier-là. On pêche avec nos mains. On est la seule pêche qui choisissent. On est les seuls pêcheurs qui choisissent ce qu'on prélève. C'est-à-dire, il n'y a pas un morceau de corail, il n'y a pas un gramme de corail qui est dans le panier qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas l'hameçon, il est trop petit, il est trop gros, la maille, elle est trop petite, elle est trop grosse, il y a un problème de courant. Non. Ce qu'il y a dans le panier, une pêche responsable. Oui, c'est nos 10 doigts qui les ont, nos yeux et les 10 doigts qui l'ont sélectionné, choisi et qui l'ont récolté. C'est ultra intéressant parce que la nature nous le rend ultra bien. Et donc on la respecte, la nature, et le fait de plonger... De toute façon, si on la respecte pas et si on n'est pas humble, on a déjà les 2 pieds devant. Ça fait partie de l'apprentissage de corailleur. Donc du coup je reviens sur la philosophie du métier. Il y a le respect de sa passion, le respect de soi, le respect de la ressource, le respect de la nature. Mais il y a aussi autre chose. Faut être franc, il y a aussi le trophée. L'adrénaline, peut-être. Bien sûr. Ce fameux monsieur qui s'appelle Robert Aubuffa, qui m'a formé en Corse, pour lequel j'ai été veilleur, avait une phrase célèbre en me disant le corail, s'il avait été sur la colline, j'irais quand même le chercher. Bon, ça, c'était quand on était sur le bateau, tout ça. On en a discuté après, depuis que je suis devenu plongeur, que j'ai fait un peu mes armes, tout ça, que j'ai acheté mon bateau, et puis on a toujours une super relation. J'ai dit, bon, tu serais vraiment allé chercher sur la colline. Il dit, mais jamais de la vie. Mais non, il y a cette soif de découverte, d'aventure, même le fait d'être seul sous l'eau. C'est pas un métier comme les autres. C'est vraiment, c'est ça, c'est un métier plus que passion, là. Ah oui, c'est sûr, bien sûr. Est-ce que le futur, je vais vous faire bondir, est-ce que le futur de plongeur, corailleur, passe par les roves ? Non, moi, pas du tout. Je savais. Mais non, mais de toute façon, ça a été évoqué, ça a même été pratiqué, et ça a été interdit. Alors là, on peut en parler parce que il y a aussi beaucoup de choses à dire. La pêche au rove a toujours été interdite, d'accord ? C'est-à-dire que être corailleur, avoir un robot, trouver un rocher, envoyer le robot avec une petite pince qui prend le corail, ça a toujours été interdit. Ce qui était autorisé en revanche, on appelle ça un rove d'exploration. La même configuration, un plongeur, un veilleur, un bateau. On trouve un rocher intéressant, qui semble être intéressant. On envoie le robot. Ni plus ni moins qu'une caméra sous-marine, en fait. On va dire un rocher à 100 mètres. On envoie le robot. Il y a 1 kilo de petit corail. Bon, 1 kilo de petit corail à 100 mètres, ça paye pas la plongée. Donc, le plongeur, s'il voit ça, il dit bon, je vais pas plonger, je vais aller ailleurs. C'est intéressant pour la ressource parce que ce même petit kilo, dans 3-4 ans, déjà il aura reproduit 3-4 fois, et puis surtout il aura pris 300-400 grammes. Donc ça c'est bien. Seul problème, c'est qu'il y a toujours un petit malin dans l'histoire qui a mis une pince sur le rove et qui s'est dit moi je vais plus plonger, je vais aller prendre le corail comme ça, 200, 300, 400 mètres. Le robot il peut même aller à 1000. Et donc ça pose problème aux unités de contrôle, aux unités qui régulent tout ça, et ça pose problème aussi aux autres plongeurs. Faut être franc, c'est pas juste. Bon, se situer entre les deux, parce que on reprend la situation des 100 mètres tout à l'heure.
il n'y a pas le robot, il y a un rocher intéressant, le plongeur s'équipe, il y est déjà à 100 mètres. Les frais et les airs déjà engagés pour être à 100 mètres. Il y a 1 kilo de petits corail, il y est. Ben, il va les prendre. Je veux dire, il y a un moment... Je parle beaucoup de la passion et du respect et tout ça, c'est vrai. Malheureusement, on est quand même obligé de le dire, il y a aussi l'aspect économique d'une petite entreprise avec un artisan et un artisan qui a un salarié. Il faut que tout le monde mange à la fin du mois. Enfin, je la fais courte parce qu'on les connaît, voilà. On y est, c'est dommage. J'aimerais bien un jour dire, j'ai assez de trésorerie pour dire, ce petit kilo-là, je le laisse. À 50 mètres, aucun problème. On le laisse, ce corail-là. C'est pas grave. Une plongée à 50 mètres, c'est pas très cher. À 100 mètres, oui. Ouais, c'est d'autres moyens qui sont engagés. Et quelle est votre profondeur à quelle profondeur vous allez Alors, ça dépend. Depuis que je suis papa officiellement, ou avant d'être papa. Officieusement, voilà. Non, tout est officiel. J'ai absolument honte de rien là-dessus. Non, officieusement, c'est par rapport... voilà, il faut pas le dire. Madame est au courant de tout. Bien au contraire. Hein. C'est un soutien important. Mais non, c'est vrai, depuis que je suis papa... à Marseille, en plus, à chaque fois, j'ai sondé profond. C'était pour rien. Alors, ailleurs sur la côte, j'ai trouvé du corail plus profond. D'autres plongeurs en ont trouvé plus profond que moi. Hein. Il y a des gens qui plongent plus profond que moi. D'autres moins profond, peu importe. 120 mètres, 130 mètres Ça, c'était avant d'être papa, ouais. Non. Et puis surtout avec la boutique, on est rentré dans une autre dynamique de pêche, à savoir, on pêche qu'au besoin. Voilà. Là, par exemple, il n'y a pas besoin de corail, je vais pas aller pêcher. Mais justement, on va en parler de la boutique. Comment on fait comment le métier de tailleur de corail, c'est de la bijouterie, joaillerie, mais c'est particulier parce que on n'est pas sur de l'or ou de l'argent. Là, il faut, on a un produit, il faut vous l'avez dit au début, il faut le nettoyer, il faut branche par branche, il faut faire des lots, il est brut, mais après il faut le tailler, il y a différentes couleurs. Comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs métiers qui interviennent avant d'avoir un bracelet au poignet. Donc le premier c'est le plongeur, ensuite le plongeur sort, tout ça, ok. Le corail sèche sur le pont du bateau, une fois qu'il est bien sec, on les pointe, c'est-à-dire que on enlève la partie très cassante qui est supérieure, enfin la partie supérieure. Voilà. Ensuite on nettoie le pied, on enlève des résidus de cailloux qui restent et on stocke. Une fois qu'on a fait tout ça sur la pêche, on va enlever la peau, donc dans une solution un peu basique. Une fois que la peau est enlevée, on peut commencer à faire un tri de couleurs. Je dis bien commencer parce que tant qu'on n'a pas mis un petit coup de disque dedans, voilà, c'est jamais vraiment certain. Et c'est là où il y a un autre métier qui intervient, on appelle ça un artisan perlier. Donc on a essayé très rapidement avec ma femme, c'était pas possible de tout allier, la pêche, la boutique, la création de bijoux, la création de perles et la vente. Voilà, on peut pas tout faire. Donc pour la perle, on fait appel à un artisan perlier qui est en Italie, donc qui est un de mes anciens clients en fait, qui s'appelle Gigi, enfin Luigi, mais bon, on l'appelle Gigi. Et on a un arrangement avec ce fameux Gigi, c'est que il me prend mon corail, il fabrique, il transforme en perle. En perle, voilà. Et ensuite il nous le renvoie et forcément on lui paye sa main d'œuvre, tout ça, voilà. Parce que le corail ici dans la boutique, il est sous des dizaines de formes. Évidemment, les plus belles perles, donc d'une branche vous faites des perles, mais il y a aussi des pendentifs, des bracelets, ou des branches de corail qui sont... Alors la branche c'est le plus simple, le tronçon de branche c'est le plus simple, on coupe un bout, on le met dans la polisseuse et puis ça ressort poli, brillant. Parce que le corail est mat et le polissage lui confère cet aspect brillant. D'accord. On ne reteinte pas, c'est pour ça qu'il y a différents tons de rouge dans la boutique. Donc le tronçon de branche, c'est le plus simple. Ensuite vient, si vous voulez, ce qu'on appelle un cylindre. Donc ça, c'est vraiment dans la partie noble du corail. On vient couper un cylindre dans la branche, on perce au milieu et on enfile. Là aussi, c'est assez simple et c'est assez brut et naturel. Ça plaît beaucoup parce que c'est tel que la nature nous le donne. Ensuite vient les éclats. Non, parce que après, voilà, il faut des bijoux de tout prix. La perle a un coût, alors que les éclats ont un coût inférieur. C'est joli aussi, c'est sympa. Pour l'été, ça passe très bien.
Et vient la perle, où là, pour le coup, il y a beaucoup de travail. Il y a un travail de sélection, il y a un travail d'usinage, de perçage, où là, percer une perle, c'est pas simple. Les forêts à perles sont très chères. Et pour avoir une sphère parfaite, forcément, il faut perdre de la matière. Et c'est là où, d'un kilo de corail, si vous voulez en faire de la perle, grand max, vous allez avoir 350 grammes de perles. D'accord. Donc ça fait beaucoup de pertes. Et ce qui explique, du coup, le prix d'un bracelet ou d'un collier en perles, c'est la perte de matière, plus le temps de travail. Donc, vous faites tout type de bijoux, mais dans l'esprit des gens, le corail est associé au mauvais sort qu'il faut contrer. Alors, ici, il y a aussi des amulettes. C'est quoi cette légende qu'il y a autour du corail et des fameuses amulettes main protectrices qui a... Ça fait partie des vieilles croyances italiennes et du coup par ricochet corse et marseillaise aussi. La main de corail et le piment ou la corne protègent notamment les nouveau-nés du mauvais œil, du mauvais sort et apporte la chance à son porteur. Alors, ça se comprend un peu, puisque un plongeur corailleur, il faut vraiment qu'il fasse très attention et il a besoin de la chance pour qu'elle soit avec lui. Ça se prépare. Justement, non, parce que il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'à peu près. Tout est cadré, tout est essayé et tout est réfléchi. Justement, c'est quelque chose sur lequel on faudra faire un travail sur soi psychologique. Il n'y a pas de chance et il n'y a pas d'accoutumance. Si vous voulez, je reprends souvent cet exemple dans un cadre privé avec les copains et tout. Les accidents de la route, c'est pas quand il y a des embouteillages sur l'autoroute et qu'il pleut. Non, c'est seule ligne droite, grand beau soleil. Bon, mais mes gros pépins de plongée, ils sont pas à 110 mètres, ils sont pas à 105 mètres. Ils sont dans 60 mètres quand je me dis, bon, ça va, c'est pas profond. J'y vais un peu par-dessus la jambe, vous voyez. Lutter contre ça, c'est extrêmement difficile de dire je suis capable d'aller à 110, 120 mètres et mettre toute la sécurité en place. Là, je suis à 50, 55, 60, bon. Ça passe. Ça passe, exact. Ouais. C'est ce mot-là, c'est ça passe. On le connaît bien. C'est drôle parce que ça va nous faire le pont vers notre prochain chapitre qui est les conseils de la SNSM. Alors nous, le fameux ça passe, eh bien non, ça n'a pas passé, que ce soit sur un voilier ou sur un motor-yacht ou alors un accident de plongée. On sait que c'est un sport qui est dangereux puisque il met en jeu des notions physiques et chimiques qui sont très importantes. Donc nous, ce que nous recommandons, la SNSM, c'est la bonne pratique de la plongée loisir. Elle se fait forcément encadré dans un club avec des moniteurs qui sont certifiés, qui ont tous les diplômes. Et là, vous pourrez passer un bon moment et on vous fera découvrir de jolis coins ici sur la Côte Bleue. Quand nous avons, par contre, un accident de décompression, que faire sur Marseille? Il y a des caissons de décompression, mais évidemment, là, c'est un autre protocole qui se met en place. Généralement, les clubs de plongée ont tout le matériel à bord. C'est pour ça que les accidents de décompression arrivent souvent quand on s'amuse à plonger tout seul. Donc nous, SNSM, on recommande vraiment de plonger toujours en groupe et toujours avec un moniteur et un club de plongée. Voilà, on va arriver à terme de ce podcast parce que là on pourrait rester des heures et des heures sous l'eau. Le temps de décompression et de remonter à la surface va être long. Alors le souvenir, il doit y en avoir des tonnes et des tonnes, non? Quand on est sous l'eau, on a le temps de cogiter. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut voir quand on est en train de remonter dans le grand bleu? Là, pour le coup, c'est des cadeaux que la nature fait, clairement. J'en ai eu plusieurs au palier, j'en ai eu plusieurs sous l'eau. Enfin, sous l'eau, quand je veux dire, au fond, dans le temps de récolte, ouais. Voilà. Vous voulez le plus beau, peut-être? Ah bah oui, on veut le plus beau, les auditeurs du podcast de C'est Bleu. Le plus beau, il est là. J'étais au palier. Et il y en a deux plus beaux parce que c'est difficile de choisir entre les deux, mais ça faisait longtemps. J'étais sur une seule et même pierre, un peu éloigné de Riou, pas trop, mais un petit peu éloigné de Riou, et j'entendais les dauphins
Ouais, le clic-clic. Je l'entendais une fois, 2 fois, 3 fois. Et au 4e jour, j'ai eu la chance de voir un gros dauphin passer. Sauf que les dauphins sont des mammifères, mais ils ont l'instinct de famille comme nous. Donc le gros dauphin qui est passé, c'est un papa. Une fois que le gros dauphin est passé, mais lui, il avait juste fait un passage, voir un peu qui j'étais. Si tout était safe. Il y a les mamans qui sont venues, et les mamans sont restées un tout petit peu plus de temps. Voilà, regardez. Bon, et là, silence radio pendant, je sais pas, peut-être 20 ou 30 secondes, pas longtemps, mais en même temps, sous l'eau, ça peut faire long. Et là, j'ai eu un cadeau, j'ai eu les bébés, ils sont venus jusque dans mes palmes s'amuser, quoi. Donc, ouais, très très beau cadeau. Et deuxième beau cadeau, j'avais entendu des bruits un peu inhabituels lors de la récolte, mais en même temps, on est concentré à autre chose. Et lors de la remontée aussi, mais on est aussi concentré dans la manœuvre, tout ça. Arrivé au palier, quand toutes les choses se calment et qu'on se concentre sur le temps et sur ce qui se passe dans notre corps, j'ai entendu une baleine. D'accord. Et une baleine, là, je suis en train de vous parler, c'est du son, donc il y a une vibration. Ce qui vibre, c'est mes cordes vocales, vos tympans. N'importe qui a une conversation capte ça. Et la baleine se rapproche. Sauf que le chant d'une baleine, c'est tellement fort que la vibration, elle est pas dans les oreilles. Elle est dans le corps complètement. Ouais, le corps entier vibre. Moi, je me rappelle de mes genoux, sentir la vibration dans mes genoux, mais je pense qu'elle était loin en plus. Je l'ai jamais vue cette baleine. Hein. Elle était très très loin. Elle était peut-être à 500 mètres, mais la puissance de vocaliser était énorme. Et puis c'était hypnotisant. Un de mes rêves d'enfance venait de se réaliser. J'avais une baleine près de moi. Alors je l'ai pas vue, mais elle était elle était là. Ça fait de beaux souvenirs. Merci beaucoup. On va finir avec toujours le coin de lecture et des beaux livres. On s'approche de Noël. Donc, les beaux livres à mettre sous le sapin avec un ou deux pendentifs ici de l'atelier du corail. Le mystère du corail rouge, enquête autour de la Méditerranée. Ça, c'est de Anne Jankéliovitch et de Stéphane Kiel. Après, le corail, un trésor à préserver. Ça, c'est de Lionel Duhaut. Et un corail rouge, mystère et magie. Ça, c'est de Charles Paolini. Voilà. Avec ça, vous aurez vraiment de quoi, il y a souvent de belles photos et tout savoir sur le corail. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Il n'a jamais été aussi long, 50 minutes. Là, je vous dis, on a mis un sacré temps de décompression. Jonas, merci vraiment d'avoir partagé avec nous sa passion pour le corail. Alors, si le corail rouge vous intéresse, je vous invite à pousser les portes de l'atelier du corail rouge ici au Panier à Marseille. Il y a des petites choses et des trésors magnifiques à découvrir et pour toutes les bourses. Ça, c'est important à le souligner. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site station-caro.snsm.org. Vous pouvez venir nous rencontrer à Carreau tous les samedis matins, c'est facile, on est sur le port à côté du marché aux poissons. Allez, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Jonas Bizor, merci de nous avoir fait découvrir votre passion et voilà pour cet animal mythique qu'est le corail rouge. Merci à vous, merci d'avoir écouté, merci pour le travail que vous réalisez tous les jours, d'aller de venir nous sauver quand le temps grogne. On essaye, c'est la passion des 35 sauveteuses et sauveteurs en mer de la station de Carreau. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci.